Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Avec son dernier roman Le rêve du jaguar, Miguel Bonnefoy nous propose une épopée fantastique. Direction le Venezuela et Maracaibo, avec Antonio, un orphelin déposé sur les marches d'une église et recueilli par une muette vénale. Sauf qu'Antonio déploie une aptitude particulière pour la survie, et le destin parie sur lui, il deviendra médecin et aura une fille, Venezuela, avec sa compagne Ana Maria, rencontrée sur les bancs de l'école. Cette histoire, c'est Cristobal qui la raconte, le descendant de ces personnages extraordinaires. C'est parti. Nous sommes au bar La Promenade, en compagnie de Miguel Bonnefoy pour parler de son livre Le rêve du jaguar, qui vient d'être récompensé par le prix Femina et par le prix du roman de l'Académie française. Ce bar dans lequel Alejandro Jodorowsky lui a tiré les cartes à l'époque des cabarets mystiques. Miguel, c'est à toi. Tout à fait. Et La Promenade. Alors, La Promenade, c'était anciennement le café Le Téméraire où Alejandro Jodorowsky, assis à côté de sa femme et de son fils, recevait tous les mercredis des centaines de jeunes du monde entier qui venaient pour se faire tirer les cartes. Et comme il y avait trop de monde, alors il prenait une sorte de grand bocal en verre, tu écrivais ton prénom dans un petit papier, tu le mettais dans le bocal et la main innocente du barman tirait 20 noms. Et ensuite, tu pouvais passer devant lui. Et la bonne chose, c'est que le hasard faisait que tu pouvais peut-être te faire tirer les cartes. Et la mauvaise chose, c'est que lorsque tu te faisais tirer les cartes, comme c'est public, disons, et qu'on est dans un bar, tout le monde regardait, tout le monde entendait tout. Et tu n'étais pas du tout dans une ambiance, si tu veux, cosy, fermée avec lui, quoi. Il annonçait des malheurs ? Non. Il n'annonçait pas les malheurs, mais il demandait une seule chose à toute personne qui s'asseyait devant lui avant de tirer les cartes, qui étaient les cartes du tarot. Il disait « Quelle est ta question ?» Et alors, tu avais des gens qui disaient « Qui dois-je tuer ?» Et alors, il ne répondait pas, et donc prenait les pales, et il disait, voilà, choisis 3 cartes, ou choisis 5 cartes, ou choisis 7 cartes, enfin souvent des nombres impairs. Tu avais des gens qui arrivaient, qui disaient, je n'ai pas de questions, mais j'ai eu un accident, et je me souviens d'un monsieur qui a montré une main en plastique. Et elle dit, moi j'ai eu un accident de voiture, ma femme et ma fille sont mortes dans l'accident de voiture, et moi j'ai perdu ma main. Il dit, qu'est-ce que je dois faire ? Et Jodorowsky le regarde et dit à sa femme quelque chose à l'oreille à côté. Sa femme se lève, sort du restaurant et monte à l'étage parce qu'ils habitaient juste en haut. Je ne sais pas s'ils habitent encore là-haut. Et lui alors lui tire les cartes entre-temps, il papote. Et puis elle revient avec une bouteille de vin. Et sur l'étiquette, il n'y avait pas de nom, il y avait juste un dessin. Un cow-boy, armé, manchot, sans bras. Et il lui dit, qu'est-ce que vous voyez ? Le type lui dit, je vois un cow-boy. Quelle est sa caractéristique ? Il n'a pas de bras, en effet. Et est-ce qu'il est armé ? Oui, il est armé. Est-ce qu'il peut utiliser ses armes ? Non, il ne peut pas utiliser ses armes parce qu'il n'a pas de bras. En effet. Eh bien, je vous offre cette bouteille. Et pendant 1 semaine, tous les jours, vous allez vous laver les mains avec ce vin. Votre main de chair et votre main de plastique. Ah, ça hérisse les poils. Extraordinaire. Et Mila, moi je me souviens en effet que j'avais parlé à ce moment-là d'une sorte de bifurcation que j'avais en amour à cet instant. C'était il y a très très longtemps, naturellement, bien avant de rencontrer madame. Et, T'écrivais déjà ? Oui, j'écrivais déjà, absolument. C'était il y a combien de temps ? C'était, Mila, je vais te dire ça précisément, j'étais à la fac, donc ça devait être en 3e année d'université, donc je devais avoir 22 ans, tu vois, 21, quoi, un truc comme ça. Enfin. Et là, alors, il m'avait tiré comme ça 3 cartes. Ça avait été très rapide. J'avais été surpris parce que ça avait été trop rapide à mes yeux. Enfin. Et puis, il m'avait dit qu'il fallait que je trouve des lettres de cette fille et de les brûler, de conserver les cendres, de marcher dans une montagne ou dans une colline, enfin dans un petit mont, faire un trou
et mettre les cendres dedans et reboucher. Et alors? Tu sais, lui, il prescrivait toujours des actes psychomagiques, non? Pour pouvoir en fait améliorer. J'ai cru comprendre ça, oui. Le médecin te prescrit des médicaments et Hornolowski te prescrit des actes psychomagiques, non, qui vont pouvoir t'aider à dépasser les choses. Et pour certaines personnes, ça marche. Et pour d'autres personnes, tu le vois plus comme un jeu et puis finalement, la douleur reste la même. Pour toi, quelle est la définition du rocambolesque? C'est une belle chose. Je pense que la définition, à mes yeux, du rocambolesque, comme tu dis, peut-être un peu du baroque, de l'idée du rococo, et sans doute était l'écueil du rocambolesque est celui de l'utiliser gratuitement, sans qu'il soit au service de ton histoire, seulement par le plaisir de le voir briller, de le voir détonner, un peu comme le chasseur qui a envie de tirer sur une perdrix, mais qui tire en l'air sans voir d'oiseau, simplement par le plaisir d'entendre les détonations. Eh bien, à mes yeux, là où le rocambolesque doit être essentiel, important, c'est qu'il doit être comme une sorte de béquille pour pouvoir améliorer ton texte. Si tu vas décider de faire une scène qui est comme ça un peu surnaturelle, un peu étonnante, un peu hyperbolique, un peu comme ça, fantastique, non, et pétillante, eh bien, il faut en effet qu'elle serve quelque chose dans la structure narrative pour pouvoir réellement s'imbriquer avec le reste. Mais si elle est entièrement gratuite et ne sert à rien, alors immédiatement, elle apparaît comme un artifice, comme une astuce. Elle apparaît en effet comme une ronce au milieu des feuilles. Les épopées politiques, par exemple, sont-elles plus épiques du côté des Amériques? Je pense qu'il serait une erreur à mes yeux d'être en train de faire une sorte de jugement de valeur et de comparaison entre la puissance du XXe siècle, par exemple latino-américain, et du XXe siècle européen, en disant que l'un est démesuré, est fabuleux et prodigieux d'un côté parce que sa nature ressemble à ça et parce qu'il y a une hybris dans les hommes et les femmes, parce que tu trouves quelque chose d'explosif et de volcanique à chaque fois. Et alors qu'en Europe, au contraire, on est dans un monde cartésien, on est dans un monde haussmannien, on est dans quelque chose, tu vois, de rationnel. Et je pense que ce serait une erreur parce que le XXe siècle français est un des XXe siècles les plus, à la fois sanglants, mais les plus étonnants, les plus riches en rebondissements et en bouleversements. Donc je pense que ce serait une erreur. Et au contraire, par exemple, le XXe siècle latino-américain est un siècle très pacifique, où il y a très peu de guerres, où les pays ne se disputent pas entre eux, où il n'y a pas des génocides, où il n'y a pas des camps de concentration, où il n'y a pas un chemin des dames, où on ne trouve pas non plus une guerre froide au milieu de tout ça, où il n'y a pas des mouvements littéraires qui vont du dadaïsme ou du surréalisme jusqu'au nouveau roman. En fait, c'est incroyable comme richesse. Donc, je pense qu'il n'y a pas un déséquilibre à ce niveau-là. Mais ce qui est beau à voir, c'est qu'il y a une sorte de construction sociale dans le mythe latino-américain depuis presque 5 siècles du nouveau monde, là où tout se passe, là où on peut en quelque sorte projeter toutes nos théologies et les alchimies françaises, européennes, en disant tout ce qui nous semble, qui ne rentrerait pas, qui n'encastrerait pas dans le système français, alors on peut le mettre là-bas, on peut le planter là-bas, et comme c'est très loin, personne n'ira vérifier. Et donc on s'imagine toutes sortes de choses incroyables. Donc on a toujours mis là-bas des dragons, on a toujours mis des sirènes, on a toujours mis des fontaines de jouvence, on a toujours mis des nations de géants, on a toujours mis des Amazones, on a toujours mis des paradis terrestres. Et au lieu de la pomme de la Bible, il y a la goyave. Et au lieu des 4 fleuves du Jardin d'Éden, alors on a l'Amazonas, l'Orinoco, le Rio de la Plata et le Magdalena. Au lieu d'avoir la petite chaîne des Pyrénées, on a la cordillère comme ça, fabuleuse. Non, et on a toujours projeté une sorte de gonflement du mythe et de la légende là-bas, parce que c'est loin. Ouais, parce que l'ailleurs est toujours porteur de mythes et de légendes. C'est exactement ça. L'ailleurs, tout est possible dans la fable, tout est possible dans le rêve. Et puisqu'on est nous ici, bueno, bah alors. Mais c'est intéressant parce que quand tu vis de l'autre côté de cette flaque d'eau, comme on dit au Venezuela, non, de l'autre côté de l'Atlantique, et que tu regardes l'Europe, alors immédiatement, tu as l'inverse. La vraie élégance est là-bas.
le vrai raffinement est là-bas. Les grands écrivains, la grande culture, l'immensité, tu vois, des monuments. Le vieux continent avec toutes ses sagesses, avec tous ses héritages, avec toutes ces puissances de mutation et de métamorphose, tu vois. Et alors on va comme ça depuis Ovide jusqu'à Kafka. Et on se dit c'est l'Europe, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que finalement, résultat des courses, chacun ses mythes, exactement. Chacun ses légendes, tout le monde regarde l'un vers l'autre. Donc non, je pense qu'il n'y a pas quelque chose de plus puissant qu'un autre, en fait. C'est juste que la distance embellit les choses. J'irais même mieux, je citerai pour finir La Rochefoucauld, qui a une très belle phrase qui me revient à l'esprit, qui dit « La distance diminue les médiocres passions et augmente les grandes comme le vent qui éteint les bougies mais qui rallume le feu. » Merci, Miguel Bonnefoy. Et toi, Miguel, tu te situes où dans cet ailleurs? Maintenant, tu habites à Toulon? Oui, bueno, alors Toulon, je le connais mal parce que je le connais que depuis 2 ans. On est arrivé que depuis 2 ans avec madame et les filles. Et c'est une région qui est très belle, qui est très simple. Il y a un côté dolce vita, il y a un côté far niente qui me plaît beaucoup. On a vraiment l'impression d'être en Italie. Et quand on a des enfants, et tu as des enfants donc tu vas très bien, eh bien avoir de l'espace, avoir un ailleurs, vivre à côté d'un géant. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent à côté. Je reviens de Grenoble, j'étais à Grenoble ce matin, et alors je parlais en effet avec des lecteurs et des lectrices qui me disaient mais nous on vit à côté d'un géant qui est la montagne. Mais lorsque tu vas, je ne sais pas moi, au Chili, on va te dire nous on vit à côté d'un géant qui est l'océan Pacifique. Et d'autres vont te dire nous on vit à côté d'un géant qui est une gigantesque forêt par exemple. Et il y a ce truc de vivre toujours à côté d'un géant pour pouvoir être rassuré, tu vois, ça protège en quelque sorte. C'est ça. Et donc là, aujourd'hui, c'est la mer. Mais hier à Caracas, c'était El Ávila par exemple, qui est la montagne El Ávila, qui est gigantesque. Et d'où que tu la vois toujours, cette espèce de muscle de verre, de terre comme ça. Et tu te dis, voilà, ce géant est là toujours. Enfin, Et Caracas, ça résonne comment chez vous maintenant? Caracas, oui, bah ça résonne comme les carnets du retour au pays natal, quoi, tu vois, comme Césaire avec la Martinique. Ça représente en effet ce lieu où toute l'enfance a été, ce lieu, ce creuset où tu as décidé de fondre plein des ors de ton enfance, plein de petits diamants, plein de petits souvenirs, plein de choses brisées, à la fois des passions et à la fois des chagrins d'amour, et à la fois des grands apprentissages et à la fois des défaites. Donc comme ça, Caracas cristallise pour moi toute ma jeunesse, en fait toute mon enfance. Tout est là, mais comme Paris enfin, parce que moi j'ai passé une énorme partie de ma vie aussi à Paris, et je me sens autant chez moi à Paris qu'à Caracas. Et c'est là où je disais tout à l'heure par rapport à ce truc de la balance. Et dans mon cœur, il y a vraiment 2 cultures, 2 nationalités, 2 langues, 2 idiosyncrasies. Enfin, je me sens réellement comme une tresse, un homme absolument métissé et absolument croisé. Et s'il était possible d'avoir des passeports avec des doubles nationalités, un passeport en un seul papier, où te disent oui, tu peux être franco-vénézuélien ou vénézuélano-français, tu peux être les 2, mais moi je me sens absolument les 2. Et même un peu chilien aussi, mon père étant chilien, mais moi j'ai un rapport différent avec le Chili naturellement. Mais non, je me sens absolument double et tout aussi étranger en France qu'étranger au Venezuela. Le désir d'écrire, il est né quand? Le désir d'écrire est né quand j'habitais à Lisbonne, au Portugal. Je m'en souviens très clairement parce qu'il y avait un site internet qui s'appelait bonnenouvelle.com et qui recensait tous les concours de nouvelles en France. Encore une fois, moi je suis fils des lycées français à l'étranger. Donc j'ai toujours vécu loin de la France, mais avec cette proximité du rayonnement de la langue et de la culture française à l'étranger. Et j'observais la France comme une sorte de minotaure, quoi, comme une sorte de monstre fabuleux ou de sibylle, enfin comme une créature mythologique, puisqu'on me parlait toute la journée de la France, entouré de gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. Et donc on s'imaginait comme ça, la France elle doit être comme ça, et on finissait par parler sans accent, on finissait par connaître la Marseillaise, savoir la vie de Louis XVI, connaître toutes les dates des grands siècles, et apprendre Hugo par cœur et savoir précisément qu'est-ce qui s'est passé pendant la bataille de Sedan, et pourtant on n'avait pas jamais mis les pieds en France. C'est quand même dingue, non? Qu'il y a plus de gens qui connaissent la France hors de France qu'en France en fait. Le français n'appartient pas à la France. Concernant ton dernier roman, Le rêve du jaguar, tu as écrit le livre que tu aurais aimé lire? Ça, c'est une super belle question. Alors,
Je ne suis pas encore tout à fait satisfait. Je ne suis pas encore tout à fait satisfait. J'ai l'impression qu'il me manque encore du temps, de la santé, plus de talent, plus de maturité, plus d'âge adulte pour pouvoir écrire un livre qui soit plus complet, qui soit plus rond, qui soit plus alchimique. Ça. Et j'aime ce type de livre, et c'est pour ça non, qu'on finit par écrire les livres qu'on aime lire. Non, mais j'aime ce type de livre. J'aime les livres qui sont baroques, j'aime les livres qui sont charnels, qui sont pulpeux, qui sont plantureux. Enfin, j'aime les livres comme ça. Exactement, j'aime les livres généreux où il se passe beaucoup de choses et où à l'intérieur de chaque phrase, il y a des audaces, il y a des témérités, il y a des appalages, il y a des croisements, des mots inattendus. Et où tout à coup, tu as l'impression de quelqu'un que quand il écrit, il est possédé, il est habité. Oui. William Orbina, que je mets en épigraphe, écrit des livres comme ça. Et c'est pour ça que je le lis sans cesse. Et je pense que cet homme devrait avoir le prix Nobel de littérature. J'aime les livres comme ceux de Garcia Marquez ou ceux de Alejo Carpentier parce qu'ils sont gonflés de 1000 choses sans cesse et où il y a une porosité entre le rêve et la réalité. Et j'aime aussi cette idée du rêve et de la réalité qui se retrouvent l'un l'autre mélangés et qu'il n'y a pas de problème. Que tout à coup quelqu'un, si pas, toi par exemple tu es devant moi et tu as un peu mal à la gorge et tu te mets à tousser et qu'en toussant il y a 2 papillons jaunes qui sortent de ta bouche et tu me dis ah je suis désolé, pardon, je te dis non il n'y a aucun problème, c'est ok. Eh bien ça me semblerait pas étonnant tu vois dans un... Et donc naturellement je vais vers cette littérature, la littérature russe est comme ça, j'ai observé que la littérature roumaine est comme ça. Il y a aussi une tonalité politique, historique. Bon, c'est aussi de l'histoire pour une raison très simple. Et je pense que toute personne qui écrit sur son histoire familiale en 2-3 générations, mécaniquement et fatalement, va finir par tomber sur aussi l'histoire politique. Si toi, par exemple, tu te mets à écrire demain l'histoire des 3 générations des Caraïons avant toi, eh bien, tu seras obligé à un moment d'expliquer pourquoi telle migration, pourquoi tel exil, pourquoi est-ce qu'une partie de ta famille, en effet, vient d'Espagne ou vient de l'Italie, c'est ça, pourquoi telle chose. Et parce que tu ne peux pas dire tout à coup, il fit irruption un jour dans le salon en parlant avec un fort accent italien. Dans le Gard. Oui, voilà, dans le Gard. Enfin, oui. Alors, c'est beaucoup moins rocambolesque. Oui, alors ça te semblerait moins rocambolesque. Et pourtant, je suis désolé, mais au fond, non. C'est ça. Je pense que dans tout lieu, en fait, il y a des histoires étonnantes et on décide ou pas de se surprendre de ce qui est normal pour le reste du monde, tu vois. Une histoire qui t'a été racontée enfant te semble tellement naturelle, tellement évidente, qu'elle n'a plus du tout, tu vois, cette surprise. Mais je suis sûr que si tu me la racontes, je vais dire « Ah, mais ça c'est génial, ça c'est génial ». Enfin, je suis désolé, là, tu as déjà 3-4 scènes assez géniales. Si tu t'intéresses à l'histoire du Gard, tu te rends compte que, alors, dans les légendes du Gard, il y a ça, ça et ça. Ah, ben t'en as aussi 4 d'autres, donc là, t'en as déjà 8. Bon. Là, tu as déjà 2 chapitres, tu vois. Donc, tu vois, mine de rien, en fait, tout est rocambolesque tout le temps. Ça se cache dans le pli de l'air, en fait, tu vois. Présentez-moi un pays sans histoire et on trouvera toujours une heure où il a été immense, en fait, tu vois. Miguel, tu as le sens du détail et tu imagines des scènes extraordinaires. Mais il y en a certaines qui sont cocasses, comme le pingouin qui a le mal de terre et qui ne supporte pas d'être transporté en camion, ou encore le petit Antonio qui suce le pouce atrophié de la muette. T'arrive-t-il de rire en écrivant ? C'est vrai que d'une part, bien sûr, que l'imaginer, tu te dis « Ah, qu'est-ce que ça va me faire rire ?» Moi, je me souviens que... Pas forcément, mais il se trouve que... Bien sûr. Alors, pour le pingouin et le mal de terre, en effet, ça m'a fait rire, mais bon, c'est comme ça un détail, tu vois. Et pour l'histoire du scorpion aussi, mais encore une fois, comme j'étais au début, j'étais encore en train de me chauffer, quoi. Enfin. Mais par exemple... Mais on lâche pas le livre, hein. On est pris par l'aventure. C'est vrai, oui. Oui, tout à fait. Et la richesse de ton qui est... Oui. Bah, je sais que pour Héritage, quelque chose qui vraiment, j'avais trouvé ça drôle, tu vois. Je l'avais mis parce que j'avais trouvé ça drôle. On m'avait raconté en effet qu'il y avait eu à un moment au Venezuela des trafics d'eau de dinosaures. C'est-à-dire que les gens qui avaient trouvé des os de dinosaures, des fossiles de dinosaures, les revendaient ensuite au marché noir et les revendaient très, très, très cher au lieu de l'emmener dans un musée pour pouvoir le montrer au monde. Enfin, il y a tout un trafic du monde des os des dinosaures. Et on m'avait raconté, selon ma mère, qu'il y avait dans la famille quelqu'un qui avait une petite boîte avec des os de dinosaures. Sans doute pas, tu vois, enfin, c'est peut-être juste des os de poulet, quoi, mais il disait que c'était des os de dinosaures. Tu vois.
Et tout le monde regardait ça comme ça, en mode, ah, toi, vous allez voir, ça brille dans l'ombre, etc. Et cette petite boîte était restée à la maison, avait été cachée à la maison, avait été comme oubliée à la maison pendant une génération, ou enfin 2 générations. Et un jour, qu'une des cuisinières de ma tante avait envie de faire une petite soupe avec des os de poulet, elle avait trouvé en effet cette petite boîte, ne voyant personne, parce qu'elle était seule dans la cuisine, ne connaissant pas l'histoire, naturellement, puisque c'était resté pendant 30 ans là. Voit le truc, c'est voilà, des petits os de poulet, etc., les met dans la soupe. Et donc le soir même, si tu veux, ma tante, ma vieille tante, aurait bu une petite soupe avec des os de dinosaures, tu vois, donc des os de millions d'années, comme c'était possible. Voilà. Il aurait fait des rêves érotiques et cochons toute la nuit. Voilà. C'est ce qui se racontait. Moi, j'ai trouvé ça hyper drôle. Et j'avais mis du coup dans l'héritage, tu vois. Enfin, c'est ça. Voilà. Mais c'est des choses qui t'arrivent, tu vois, dans la vie, que t'entends et que tu finis par les mettre dans le livre. Enfin, tu vois, c'est. Voilà. Tes personnages ont la capacité de s'émerveiller en dépit de conditions de vie pénibles. Pour survivre, Miguel, il faut pouvoir s'émerveiller encore et toujours ou se raconter des histoires. Eh bien, tout à fait, Pauline. Et je pense que tu as raison. Le secret est absolument l'émerveillement. Absolument d'être sans cesse étonné, comme on disait tout à l'heure, de ce qui semble naturel, de ce qui semble normal pour le reste du monde. Et là où quelqu'un va raconter quelque chose à une table et tout le monde va dire « Ah, cette histoire est amusante » et un ou une à la table va dire « Non seulement elle est amusante, mais si moi je la lis ou je l'alimente, je la nourris avec une histoire qu'on m'a déjà racontée il y a 3 jours, qui est connectée déjà avec une lecture que j'avais faite, et qui est connecté aussi avec un film que j'avais vu, qui sont des choses complètement indépendantes. Mais en fait, les 4 ensemble créent une sorte de cocktail hyper intéressant qui donnerait un personnage ou qui donnerait une scène. Donc c'est pas seulement s'émerveiller sur un truc, c'est être sans cesse en fait à l'affût, en fait, avoir les antennes rassembler. Exactement, rassembler, Ça, amasser. l'intelligence. Alors ça c'est l'intelligence, qui est d'ailleurs l'étymologie d'intelligence, qui est interlegere, non? C'est-à-dire entre les lignes, c'est-à-dire d'arriver à trouver entre les lignes des choses qui n'existent pas. Sinon, les interlegere. Et le mot texte vient de texture, qui vient de textile, qui est donc encore une fois l'idée de tresser des idées entre elles. Donc c'est plus ou moins la même idée, non? C'est-à-dire que c'est de faire émerveillement constant, dans lequel tu tresses quelque chose avec l'information, la matière que te donne le monde. Mais si tu marches avec cet émerveillement sans avoir un but précis, tu es tout simplement noyé et inondé sur 1000 petites histoires fabuleuses, mais que tu ne peux pas passer dans un entonnoir, que tu ne peux pas passer dans un filtre. Et c'est là où avoir un projet d'écriture constant te permet de savoir quelle est ta grille de lecture, en fait, ton fil rouge. Avoir ton panier à papillons, en quelque sorte, en fait, tu vois, avoir le liant pour saisir les choses. Souvent, quand une femme est enceinte, elle voit des femmes enceintes partout. Parce que la perception de son monde, en fait, est à travers ça. Et elle ne voit que ça, en fait, des femmes enceintes. Lorsque tu t'es coupé les cheveux, eh bien, tu ne remarques que des gens qui sont allés chez le coiffeur récemment. Et tu dis, ah bah, lui aussi, tu vois. Lorsque tu t'es acheté un pull rouge, eh bien, tu as l'impression que tout le monde a des pulls rouges, en fait, tu vois. Et tu dis, ah, il y a peut-être une mode. Moi, en ce moment, par exemple, avec le rêve du jaguar, donc le mot jaguar, les jaguars, j'ai l'impression de voir plein de motifs jaguar. Des gens avec une banane motif jaguar, tu sais, genre avec des chaussures jaguar, des gens qui ont une écharpe jaguar. En fait, il y a toujours eu des motifs, des animal prints dans les fringues. Or, moi, je le vois davantage parce que j'ai ce prisme par rapport à ça. Eh bien, même spectacle avec le livre. Si, par exemple, tu es en train d'écrire une scène tu es en train d'écrire un livre sur les navires ou sur les pirates, eh bien, tu vas créer un filtre de ta perception pour pouvoir saisir tout ce qu'il y a à voir avec ça et nourrir ton texte avec ça, en fait. Mais peut-être 1000 histoires fabuleuses me passent sous les nez en ce moment même, et je n'ai pas le prix de tel truc, c'est un livre que je n'écrirai que dans 10 ans, par exemple. Tu as mis combien de temps pour écrire le reste du jeu? 2 ans. 2 ans. Oui, claro, mais je pensais à ce texte depuis 30 ans, puisque ce sont mes histoires familiales. Mais encore une fois, comme toi, si tu te mets à écrire l'histoire des Caraïons et que tout à coup tu te motives et tu t'enfermes quelque part et tu l'écris en 1 an, en 14 mois, tu vois, en donnant tout, et on te dit « Ah oui, t'as écrit ces 300 pages en 14 mois, c'est dingue !» Tu dis « Oui, mais moi, ça fait 40 ans en fait, que je connais cette histoire et qu'elle a macéré, distillé, qu'il y a eu des premières tentatives. » L'histoire de pingouin, c'est pas la première fois que je l'écrivais, tu vois. À la fac, j'avais déjà écrit une petite nouvelle sur l'arrivée de ce pingouin. Pardon. Mais c'était une nouvelle qui n'était pas suffisamment bonne, qui n'était pas connectée avec d'autres choses. Et j'avais pas pensé.
la connecter avec l'histoire de mon grand-père, ni avec celui de ma grand-mère, ni avec celui de ma mère, ni avec celui de la broche en or, ni avec celui de... Et un jour, tu as l'impression que tout s'aligne. Un jour, tu as l'impression que tout est cohérent, en fait. Tu sais, il y a il y a ce qu'on appelle les anamorphoses. Tu vois ce que c'est, les anamorphoses dans le monde de l'art? C'est lorsque tu vois un tableau qui a que des lignes, et quand tu te mets en biais, et tu le vois en biais, tu te rends compte que toutes ces lignes serrées par une illusion optique font un visage. Même spectacle pour des projets de livres. C'est-à-dire que tu n'as que des lignes indépendantes les unes aux autres, en fait, des histoires qu'on te raconte, comme tout le monde. Mon cas n'est pas extraordinaire, en fait. Et tout à coup, en fait, allez savoir, si tu te places d'une certaine manière, tu arrives à voir que toutes ces histoires qu'on t'a racontées créent un mouvement, créent une ligne, créent un visage, créent une histoire. Et tu dis, ah, le voilà, le roman. Je l'ai vu. Tu viens de recevoir le prix Femina et le grand prix du roman de l'Académie française. Tu te sens comment ? Je suis très heureux, bien entendu. Je le reçois avec gratitude par rapport aux immortels et par rapport aux dames du féminin, qui sont des gens que j'admire, des gens que j'aime et des gens que je lis. Je le reçois avec humilité aussi, car les victoires se vivent seules, mais elles sont souvent le résultat d'un effort collectif. Et pour ça, alors, il y a mon éditrice, Émilie Colombani, il y a toute la maison d'édition Rivage, et il y a toutes les personnes qui m'ont énormément accompagné dans ma vie en me donnant du temps, de la solitude et du silence pour pouvoir écrire. Toutefois, je ne reçois pas ces prix comme un aboutissement. Je ne vois pas ça comme l'arrivée à un sommet d'un pic en disant « c'est bon, j'ai eu les prix, tout va bien ». Je ne fais que commencer. C'est que le début. Absolument, j'ai encore 1000 livres à écrire, tu vois, j'ai encore devant moi 40 ans d'écriture dans lesquels je dois labourer cette terre. Et je suis hyper heureux, en effet, d'avoir reçu ces prix et je l'ai cherché depuis longtemps. C'est vrai, j'en rêvais depuis longtemps. Merveilleux. Et je remercie encore une fois. Toutefois, ceci ne m'arrête pas. Tu sais, lorsque Fidel Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos, en quittant la Sierra à Cuba et en arrivant enfin à la Havane, ayant, disons, fait fuir le dictateur Batista, et en prenant la Havane, les gens hurlaient « Viva la révolution ! Viva la révolution !» Et quand quelqu'un s'est approché du Che et lui a dit « C'est bon, vous avez fait la révolution, voilà, bravo !» Il a dit « Non, non, mon ami, la révolution commence aujourd'hui. » Là, ce qu'on a fait, c'est jeter le dictateur et prendre le pouvoir, entendu. Mais la révolution commence aujourd'hui. Ça, c'était il y a 60 ans. Tout le travail est maintenant. Et moi, je reçois ces prix, je suis hyper heureux. Mais la révolution, c'est aujourd'hui. Ça se peut, vous allez changer complètement de genre littéraire. Peut-être même de langue. Moi, ma langue maternelle est l'espagnol, c'est ça. Donc, j'ai bon espoir. J'ai encore des livres à écrire en français, je le sens dans mon ventre. Mais je sais aussi qu'à un moment, j'aurai accouché de tous ces livres. Et j'aurai peut-être la nécessité de revenir à une première langue, tu vois, la langue de ma mère. Peut-être c'est à la mort de tes parents. Et t'as un truc comme ça, une sorte de voix qui revient, une langue qui revient, et qui te dit, mais si tu veux écrire des sentiments profonds que connaissent que les gens qui perdent leurs parents, tu ne peux que l'écrire dans la langue de tes parents, tu vois, enfin. Et donc alors l'espagnol reviendra. Et j'écrirai en espagnol. Et peut-être qu'à ce moment-là, en effet, je serai traduit en français. Et je recevrai chez moi un livre de moi-même traduit en français. Et je vais dire, ah, comme c'est amusant d'avoir deux vies dans une même existence. Tu vois. Miguel Bonnefoy, bien qu'il y en ait des centaines de milliers d'autres à raconter, un événement extraordinaire qui vous est arrivé, magique. C'est quoi? On ne saura jamais si vous l'inventez ou pas. Exactement. Eh bien, même si ça vous semble incroyable, naturellement. Mais moi, j'ai chez moi un petit tableau de liège où, avec des punaises, j'épingle des choses qui m'intéressent. Ça peut être un article de presse, ça peut être une photo de Miles Davis avec le saxo, avec sa trompette. Et ça peut être le dessin d'une femme, d'un profil de femme. Et ça peut être comme ça, un dessin de ma fille. Enfin,
Des choses qui vous touchent. Des choses qui me touchent et que je mets d'une façon désordonnée, en fait, là où il y a de la place. Et il n'y a pas longtemps, bien entendu, vous n'allez pas me croire naturellement, j'aurais peut-être dû prendre une photo pour avoir une preuve matérielle, mais ça n'aurait donné qu'une preuve matérielle à ça, enfin ça. Voilà. C'est qu'un soir, comme ça, en observant de loin ce tableau de liège, je commence à voir une ligne qui passe par le coin du texte, qui continue à descendre et qui passe par la trompette de Miles Davis, puis continue à descendre et passe par le profil de la femme, et puis entre comme ça dans le petit cœur dessiné par ma fille. Et je me rends compte comment une sorte de ligne qui s'est fait à mon insu en fait, alors que toutes ces choses avaient été posées d'une façon désordonnée, pêle-mêle comme ça, commence comme ça à créer une sorte de cohérence parfaite dans des différentes choses posées à différents moments. Et je me suis dit, comme c'est drôle de voir que tout est connecté d'une certaine manière, qu'il y a des connexions partout et que tu peux trouver des fils d'Ariane dans tout ce que tu vis, enfin, qu'il y a une sorte d'algèbre secrète quelque part. Et là, tu avais une preuve que ça existait, mais ceci existe aussi dans notre conversation qui, sans qu'on le sache, en fait, va être connecté avec la personne avec qui je vais être assis à côté du métro tout à l'heure, en fait, mais je ne vais pas le savoir naturellement, qui elle, en effet, sera connectée avec les rencontres de ce soir, qui tout ça, nanana, et qui va rentrer dans une sorte de rêve. Et tout ça, en fait, entrera dans une mathématique mystérieuse. Merci beaucoup, Miguel. Oui, merci beaucoup. Le rêve du jaguar, paru aux éditions Rivage, a été récompensé par le prix Femina et par le Grand Prix du roman de l'Académie française. Chez le même éditeur, Miguel Bonnefoy a publié Le voyage d'Octavio en 2015, Sucre noir en 2017, récompensé par le prix 1000 pages et par le prix Renaissance, Héritage en 2020, récompensé par le prix des libraires, et L'Inventeur en 2022.